Glissons de l'univers pictural au monde du scriptural. De la même manière que la peinture échappe à la fixité, nous pouvons dire qu'un texte peut être le sujet et l'objet de sa propre transformation. Le travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma spécialisation en histoire du livre et édition critique des textes m'a conduit, et vous conduira peut-être avec moi, je l'espère, par le biais de cette courte présentation, à porter un regard moins étroit sur le texte littéraire. Je rappelle qu'un texte est le témoin écrit d'un geste auctorial, situable dans le temps et donc potentiellement labile. À l'occasion de ce bref exposé, je vous propose de repenser la frontière que l'on établit entre, d'une part, l'œuvre finie, telle qu'on se plaît à la qualifier, ce texte considéré comme figé, car sorti des rouages des machines de presse, stabilisé car publié, et de l'autre, le texte dit en création, donc l'œuvre en mouvement, en devenir, un texte qui se transfigure et dont la naissance ainsi que les étapes successives de sa composition sont décelables aussi bien dans les brouillons, les épreuves corrigées, les carnets de l'auteur, mais aussi, et c'est tout l'objet de mon étude, entre deux ouvrages ayant déjà été publiés. Nous parlons de genèse textuelle ou de critique génétique pour décrire une méthode d'approche de la littérature qui vise non pas l'œuvre finie, mais le processus de création. L'écriture suit différentes phases que nous pouvons situer sur un plan chronologique. Almut Grésion parle, et j'aime beaucoup cette formule, d'étincelles qui accompagnent la création. En voici un exemple édifiant, pour le moins, avec ce manuscrit de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Réunis sur le même brouillon, nous observons toutes les traces qu'a laissées le geste de l'écrivain. Nous trouvons donc des bifures, des ratures, des consignes métatextuelles, des instructions que l'auteur s'adresse aussi bien à lui-même qu'à son éditeur. Nous parlons ici de genèse manuscrite, puisque le manuscrit va servir de support méthodologique pour reconstruire les phases de l'élaboration de l'œuvre, précisément. C'est pourtant sur le terrain de la génétique éditoriale que je désire vous amener, une génétique de l'œuvre où le texte publié, ou rendu public même, devrais-je dire, devient, à l'image d'un manuscrit préparatoire, l'objet et le support d'un travail de réécriture. Reconstruire les étapes successives de l'élaboration d'une œuvre, c'est l'ambition de tout généticien de la littérature, et ce désir a aussi bien sûr été le mien, dans cette étude que je vous présente ici, à travers ce cas de composition pour le moins singulier, celui de la robe prétexte de François Mauriac. La robe prétexte paraît en 1914 aux éditions Grasset. Ce roman a connu un parcours de composition pour le moins inhabituel, qui relève tant d'un travail d'assemblage que d'écriture. D'abord paru en partie sous la forme de 5 nouvelles entre les années 1911 et 1914, puis en roman, 1914, nous lui connaissons une dernière version, datée de 1950, remaniée à l'occasion de la publication des œuvres complètes de l'auteur. 3 états successifs d'écriture, tous apparentés et animés par le même souffle narratif, si je puis dire, racontant la même histoire, mais toutefois 3 états distincts, car différents d'un point de vue rédactionnel et éditorial. Nous nous trouvons face à un cas où des nouvelles publiées préparent ou transforment un roman. Eh bien, à partir de cette observation, ma question a été la suivante. Comment peut-on retracer le parcours génétique d'une œuvre rédigée à partir de 5 nouvelles et qui connaît, en sus, une ultime révision à la suite de sa parution dans les œuvres complètes de l'auteur ? Eh bien, je dirais tout simplement sur la base des phénomènes de réécriture observables. Tout écrit étant susceptible d'être réécrit du vivant de son auteur, l'étude génétique d'une œuvre, à partir de ses différentes versions publiées, se fixe généralement entre la première mise en circulation du texte et sa dernière forme corrigée. En l'espèce, entre les premières nouvelles que signe François Mauriac et la version ultime du même texte, parue une quarantaine d'années après celle-ci. Il est très difficile de déceler des phénomènes de variation à l'œil nu. J'ai pris à témoin 2 extraits pour vous donner un aperçu de ce que représente ce travail de comparaison in situ. Alors, c'est une numérisation des éditions sources. À gauche, vous avez l'édition de 1914, donc parue chez Grasset, et à droite, Artem Fayard, 1950, des œuvres complètes. L'œil pourtant entraîné du généticien ne suffit pas, comme vous le voyez, ou comme vous ne le voyez pas précisément. Le recours à la machine devient essentiel. Toutes les transformations ayant été opérées par l'écrivain ne peuvent ressortir de manière systématique, qualifiées d'un travail de comparaison entre ces 2 textes, établis minutieusement et procédant par alignement de leurs structures respectives. C'est seulement ainsi qu'il est possible de faire ressortir les éléments qui diffèrent, ceux qui s'ajoutent, ceux qui disparaissent, ceux qui font l'objet d'un déplacement ou ceux qui font l'objet d'un remplacement. Medit, le programme que j'utilise, a une véritable origine génétique, mais au sens biologique, cette fois, car il utilise un algorithme similaire à l'un des nombreux types d'algorithmes utilisés pour séquencer le génome, à savoir repérer des structures répétées, identiques, et des séquences variables.
Mon directeur de mémoire, Rudolf Mahrer, dit souvent qu'un gros roman est un tout petit génome, d'ailleurs, donc donnons-lui raison au moins sur ce point. Sur la base du constat de ces différences, nous pouvons analyser les phénomènes de réécriture qui ressortent de cette comparaison en observant les traces graphiques laissées par le geste d'écriture à partir des seules versions imprimées. Alors, différentes formes de variations apparaissent. En rouge, vous avez tout le segment qui a été supprimé. A fait référence à l'édition aux nouvelles, précisément, le texte tel qu'il paraît dans les nouvelles, et B à l'édition de 1914. La même phrase est reprise. J'ai voulu vous proposer un micro-exemple, que j'ai sélectionné parmi tant d'autres, évidemment, du type de réécriture observable. Cette phrase, telle qu'elle apparaît dans l'édition originale de 1914, a subi, comme vous le voyez, une forme d'amputation de sa structure médiane, entraînant une modification du sens de la phrase, puisque la lumière des grandes vacances vient se substituer à la langueur des beaux jours. Cet effet de dérétorisation, procédant par contraction de la structure phrastique, seul le début et la fin restent inchangés, est présent dans ce geste de réécriture, mais se retrouve bien sûr dans d'autres passages que le temps ne me permet malheureusement pas d'aborder ici. Je ne commenterai pas donc davantage et désirais surtout vous donner un exemple des pistes interprétatives possibles à partir des phénomènes de réécriture observés. Je vous épargne aussi bien volontiers un exposé sur les aspects pratiques de mon travail et reprendrai en lieu et place de celui-ci cette formule de Romain Rolland, contemporain de François Mauriac, qui écrivait que la plus belle des théories n'a de prix que par les œuvres où elle s'accomplit. Et puisque c'est le cas ici, dans une certaine mesure au moins, je vous propose de passer quelques étapes et d'observer directement le résultat final de mon édition génétique de la robe prétexte. Mon travail devrait rejoindre une nouvelle collection littéraire, une fois l'histoire des droits d'auteur réglée, bien sûr, qui se donne pour ambition de rendre visible, à présent vous l'avez compris, les différences entre deux versions d'un même texte. Cette collection, hébergée par l'Université de Lausanne, a été initiée par mon directeur de mémoire, Rudolf Mahrer, et co-dirigée par Joël Zuffray. Elle porte un nom relativement symptomatique puisqu'elle se nomme Variance. Variance est proposée en open access. Son interface est dotée d'un outil qui a le mérite non seulement de repérer toutes les opérations de réécriture, mais surtout de les catégoriser selon qu'il s'agit d'une suppression, d'un ajout, d'un déplacement ou d'un remplacement. Alors, puisque c'est en open access, découvrons ensemble ce que ça donne en vrai. Alors voilà, le lecteur a accès à une interface qui permet de sélectionner l'œuvre qu'il désire comparer. Alors l'interface permet de paramétrer en taille, en couleur, en police, etc., les deux versions qu'on a à notre disposition. Elle met en exergue, comme vous le voyez ici, et répertorie les phénomènes de variation et dégage la liste active. Donc on peut sélectionner tout ce qui relève de la suppression, de l'insertion, du remplacement, du déplacement. Et pour chaque page, l'interface donne une reproduction de l'édition source. Donc, puisque le site est encore en chantier, je préfère pas trop m'aventurer là-dedans, mais c'était pour vous donner un aperçu en tout cas de ce que ça donne concrètement. Donc, toutes ces transformations disent quelque chose du processus d'écriture d'un auteur et nous conduisent à adopter une vision moins hiératique du texte publié. Enfin, j'espère que j'ai su allier brièveté et clarté dans cette présentation, mais surtout que ce champ de recherche a suscité votre intérêt. Je vous remercie de votre attention.